Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 12e épisode des Sommeliers de la lutte. Je m'appelle Max Périard et je suis en compagnie du tousseux Pierre Gastonguay. C'est moi, le tousseux, encore, je tousse. Je tousse pour tous. C'est ça ma devise du début d'année, j'imagine. Bonne catchphrase, je tousse pour tous. Je tousse pour tous. Eh oui, mais qui est pas très, 2020. Tousser pour tous. Mais c'est une réalité. En fait, je tousse surtout pour moi-même. Pour mon propre malheur. Fait que ouais, là, je suis encore un peu tousseux pour revenir à ce qu'on disait lundi. Vous l'aurez deviné qu'on enregistre souvent nos épisodes dans la même journée, donc on est encore grippé. Ça se tasse pas. Mais Toujours avec mon gilet de Mike Bailey. C'est un gilet de Mike Bailey. C'est un gilet de Mike Bailey, ouais. Je savais donc, pas. Ben oui. Acheté. Ben oui. Speedball. Donc, ouais, ça, on enregistre le même jour, fait qu'encore moi aussi un peu malade, mais bon, c'est la vie. Qu'as-tu fait au cours des derniers jours, Pierre? À part être complètement sur le cul, comme on dirait par chez nous, je me prépare tranquillement, là, vu que je vais de mieux en mieux, je suis capable de penser à nouveau, de réfléchir à nouveau, pauvre de moi. Et je me prépare tranquillement pour écouter Wrestle Kingdom qui demande un peu de préparation quand même, puisque c'est une lutte différente à écouter que celle qui est de la lutte nord-américaine, un peu moins flashy. Ouais. Très gros, mais un peu pour moins... ceux et celles qui connaissent pas Wrestle Kingdom, oui. C'est un peu le WrestleMania de la New Japan. Exactement. Donc, ça a eu lieu le 4 janvier dernier, donc il y a quelques jours seulement. Et, petit spoiler, on fera peut-être une analyse de quelques matchs à l'intérieur de Wrestle Kingdom, vu que c'est le plus gros spectacle de l'année. On va le regarder, moi et Pierre, et on vous fera un petit compte-rendu de nos matchs préférés. Et c'est pas rare qu'il y ait des 5 et des 5,5, des 6 étoiles de Meltzer qui sort de ce tournoi-là, de ce pay-per-view-là, je vais le dire de même. Ouais. Fait que souvent, et on a quelques noms nord-américains aussi qui y sont. Entre autres, on a eu l'arrivée qu'on se demandait, il allait signer où, mais un Dolph Ziggler qui a finalement retondi à l'intérieur de la New Japan. Je pense pas qu'il ait signé nécessairement à la New Japan, mais il était là. Il était là, exactement. Je tousse pour tous, il était là avec son frère Ryan, donc les frères Nemeth qui étaient là pour peut-être challenger pour les ceintures, ce qui serait très, très plaisant. Je pense que les frères Nemeth avec une ceinture de la New Japan, ça leur donnerait une crédibilité. Je pense que Ryan tout seul, le Hollywood Hunk, n'a pas ce glow-là, n'a pas cette aura-là de lutteur à ce niveau, mais accompagné de son frère. Je pense que les frères Nemeth peuvent, je crois, être peuvent compétitionner avec des gros noms de la division par équipe, là, des Young Bucks, avec des FTR. Je crois que ils peuvent avoir cette aura-là. Je sais pas à quel point ils peuvent le faire longtemps, ils peuvent le faire souvent. Une petite run des frères Nemeth. Une petite run. Puis on sait pas, il y a Forbidden Door qui s'en vient également un peu plus tard en juin. Donc, qui sera là, qui sera du côté de la New Japan, à voir s'il y en a des noms qui retentiront du côté de la All Elite Wrestling éventuellement. Absolument. Moi, de mon côté, il y avait tu connais ça, les soldes Steam? Les soldes Steam? Non, c'est une plateforme de jeux vidéo sur Internet. Fait que à chaque Boxing Day ou à chaque année, il y a les soldes d'hiver de Steam où il y a plein de jeux en rabais. Et un des jeux que je me suis procuré. Et c'est un peu... je vois ça demande, ça m'intriguait quand même, mais Philippe, qui a quelques épisodes, nous a demandé de faire une revue de jeux vidéo qui porte sur la lutte. Fait que je me suis acheté WrestleQuest. WrestleQuest, qui est un jeu RPG de lutte, où tu incarnes un personnage et c'est un peu des combats tour par tour, un peu à la Final Fantasy de l'époque. Donc, tu incarnes différents personnages et ton moveset, des moves spéciales, de la mana, tout ça. Donc, j'ai commencé à y jouer. Lorsque j'aurai terminé, je vous ferai également très cool. Un petit compte-rendu, une petite chronique là, de critique de jeux vidéo de WrestleQuest. Donc, ça sera pour toi, Phil. Mais commencez ça récemment. Et sinon, n'hésitez pas à nous faire justement des commentaires, à nous dire
votre opinion, nous faire des suggestions de chroniques que vous aimeriez avoir, parce que vous voyez, ça nous nourrit, ça nous permet de nous donner des idées, de voir où on s'en va. Absolument. Et comme à chaque épisode, on vous demande de faire des commentaires. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à utiliser les timestamps pour nous jaser un peu à travers la conversation. Et si vous êtes sur les plateformes de diffusion de podcasts, eh bien, allez sur notre page Facebook, Les Sommeliers de la Lutte. Allez liker ça. Et à chaque épisode, on poste quelque chose pour que vous puissiez écrire pour cet épisode-là vos commentaires. Donc, on a Pierre-Paul qui est toujours aussi actif. Merci beaucoup. C'est vraiment le fun de te lire. Merci. Pierre-Paul, qui est pour notre épisode de bilan, partie 2, qui nous a mis encore une fois tout. Et qui nous a fait également tous ses prix à lui. Hein? Et c'est super le fun. Puis 2 trucs que j'ai notés, là, évidemment, vous connaissez les sommeliers de la lutte. C'est quoi le match préféré pour lui, Pierre-Paul? Et c'est le Will Ospreay contre Kenny Omega à Forbidden Door, à Toronto. Il était là, sur place, dans la salle. Fait que ça allait probablement élevé encore plus son appréciation de ce match-là. Oui. Il dit, c'est extraordinaire. 2 gars qui ont le même style de lutte, mais ils ont une alchimie incroyable. C'est du bonbon. Et maintenant que les deux sont à la All Elite Wrestling, j'espère que si Kenny Omega guérit, qu'ils vous feront un nouveau 1 contre 1 qui aura lieu. Puis ça va être leur 3e affrontement à All In 2024. Donc, prédiction de Pierre-Paul. Et il nous a également, j'ai pris également en note celui pour le meilleur segment comédie. Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on avait un petit peu oublié quand on cherchait. Vrai. Toi, de ton côté, tu cherchais un peu là, des trucs comédies. Mais il nous a rappelé la conférence de presse de Cody Rhodes et Jey Uso, où on sentait qu'il était un peu éméché, un peu complètement sous. Fait que ça se laisse. C'est bon. Fait que ça se laissait aller. Et il nous dit, ça part dans tous les sens, mais c'était complètement drôle ce moment-là. C'était bon. Fait que lui, c'est son moment, meilleur segment comédie, qui n'était pas à l'intérieur d'un spectacle de lutte. Mais on sentait aussi que c'était un peu une réplique à les conférences de presse de la All Elite Wrestling, là, que la WWE a commencé à faire ça, à intégrer ça, si on veut, dans leur spectacle à eux après les pay-per-view. Et tu sentais les 2 gars qui étaient là pour avoir du fun au final, parce que prenaient pas le truc. C'était drôle, c'était le fun, mais c'était comme. Ça se voulait. Si vous voulez voir Cody Rhodes qui est pas comme corporate, comme qu'il l'est toujours maintenant. C'était une des rares fois qu'on l'a vu dans c'est très cet léger, état-là. Parce que Jey, on le sent plus un peu dans cette énergie-là, mais Cody un peu moins, fait que c'était le fun de le voir là-dedans. Il embarque sur la vague, là. Il surfe avec Jey. Exact. Fait que non, parmi les nouveautés, je sais pas si tu as remarqué, on va enchaîner là, avec notre truc de la semaine, mais maintenant qu'on en parle là, de nouveautés ce que Triple H amène dernièrement visuellement, que je remarquais pas avant. Il a commencé à faire, comme la All Elite, comme M. Tony Khan, à faire du picture-to-picture de plus en plus fréquent à l'intérieur de ses matchs lorsqu'il va à la pause publicitaire. Okay. Alors, est-ce une inspiration de la All Elite Wrestling? Je sais pas, mais j'en ai vu quelques-uns cette semaine dans la nouveauté. Et une autre chose que j'ai remarqué cette semaine de nouveau, il a commencé à... Je sais pas si ça va être la même chose, je sais pas si ça va poursuivre, mais comme Tony Khan a commencé à donner des noms à ses spectacles de semaine. Et là, c'était le Raw One. Oui, c'est vrai. Là, il y avait SmackDown... je pense que c'était Révolution ou Résolution. Resolution, ouais. Fait que là, on sait que Tony Khan aime bien donner des noms à tous ces événements de semaine. Donc, est-ce que WWE va commencer à le faire? À voir, on va pouvoir le voir au cours des prochaines semaines, mais c'est ça qui est bon dans la compétition. Tu vois, les deux, ils reprennent les idées des autres et ils essaient de s'améliorer. Donc, c'est ce qui fait que la WWE est devenue si grosse et que la WCWC les poussait dans le cul. Ouais. Ils ont dû améliorer leurs produits, c'est devenu bon, c'est devenu meilleur. Un moment donné, ça s'est éteint un peu, la TNA est devenue un peu plus grosse, à plus petite échelle, c'est quand même arrivé-ish. Puis là, finalement, All Elite qui détend un peu, vice-versa. Fait que cette compétition-là, quand ça reste, je veux dire sain, ça reste des milliardaires qui se battent, là. Ouais. Mais quand ça reste sain pour nous, pour le produit qu'on écoute, puis ça élève le produit, je trouve ça très très le fun, puis très positif, même si ça pourrait à première vue pas l'être. J'aime bien ça, que ça pousse le produit finalement, puis c'est nous autres qui gagnons. Tant mieux. Vraiment. Vraiment. Et dernière question du public. On avait Stéphane de Guire, ton bon ami, Pierre, Ouais! qui se demande c'est qui ton lutteur préféré
présentement. En fait, c'est c'est un running gag. On le sait. Mais ça va être un running gag dans le show aussi. Ouais, ici, je pense parce que oui. Parce que moi, mon lutteur préféré, c'est qu'il change tout le temps, dépendamment des lunes, dépendamment des saisons, dépendamment de mon humeur. Je peux changer de lutteur préféré dans Là, l'après-midi. c'est qui? C'est qui, là? Là, présentement, là. Là. C'est... Le 11 janvier 2024, c'est qui? Je dirais Swerve Strickland présentement. Swerve Strickland, parfait. Alors Stéphane, Swerve Strickland est le lutteur préféré de Pierre en ce moment. Pas un imbécile non plus. Là. Je vais pas dire quelque chose comme mon préféré présentement, c'est Griff Garrison parce qu'il était bon contre Adam Copeland cette semaine. Je suis pas un niaiseux. Je vais regarder un lutteur qui est capable de lutter. Là. Je suis pas. Ça reste quand même dans du top tier, mais c'est juste que c'est très fluide dans ma tête. Très fluide. Dans le sens où mon cerveau est pas gros, il y a beaucoup de place, beaucoup d'eau. Alors, on a répondu à la question. Tiens, mon Stéphane. La question du public. La grande demande. Fait que n'hésitez pas, une fois de temps en temps, à nous le ramener. Hein, parce que Pierre change à chaque mois. C'est son lutteur préféré. Fait que posez-nous la question souvent. Et on va enchaîner avec la première chronique de cette semaine, d'aujourd'hui, de cet épisode. La chronique Lexix, le classique. Ouh! Et cette semaine, le mot Pierre que je vais décrire, c'est le mot finisher. Finisher, ou prise de finition, hein, si on veut le mettre en français, le franciser. Donc, qu'est-ce que c'est un finisher ou une prise de finition? C'est un terme qui désigne une prise de prédilection. Hein, prédilection, un beau mot hein, que j'ai trouvé d'un lutteur. Wow! Normalement, c'est impressionnant et ou puissant. Fait que c'est soit un lutteur qui fait... C'est comme son move préféré, son move qui exécute le mieux. Et qui utilise souvent pour achever. Donc, pour terminer ses matchs, terminer son adversaire. Oh, finisher, achevé. Exact. Et ainsi avoir la victoire. Donc, c'est souvent un mouvement également qui va être protégé. Quand on veut dire un mouvement protégé, ça veut dire qu'il n'y a pas tant d'autres lutteurs qui peuvent le faire. Mm-hmm. Donc, si on veut garder ce mouvement-là, principalement pour ce lutteur-là, et tous les lutteurs ont certains finishers, donc c'est leur mouvement qui est un peu protégé. C'est rien qu'eux, à peu près, qui peuvent le faire et qui peuvent gagner également sur ce mouvement-là. Mm-hmm. On dit normalement impressionnant, normalement puissant, parce qu'on veut faire un peu l'effet wow. Oui. Mais on a également des finishers qui ont été, par exemple, le double clothesline entre MJF et ouais. Adam Cole, qui n'est pas particulièrement impressionnant ni puissant, mais qui ont réussi à mettre over et qui gagnaient leur match. Fait que n'importe quel mouvement peut être un finisher s'il est bien protégé et bien utilisé. Cependant, c'est plus impressionnant quand c'est quelque chose de haute voltige ou quelque chose où tu sens la force du lutteur. Ouais. Toi, Pierre, ce serait quoi ton finisher préféré ou les finishers qui t'ont le plus marqué dans ta vie? Le finisher qui m'a le plus marqué, c'est un moment très spécifique. C'est le finisher de Cedric Alexander. Je sais pas si y a des gens qui se souviennent de qui est Cedric Alexander, qui est je pense que c'est le lumbar quelque chose, où il prend le lutteur, le flip dos à lui, mais comme dans les airs, et il retombe lui sur son dos, et il plie le dos en deux, si tu veux, sur ses genoux. Ouais. Donc, il tombe en petit bonhomme. Je mettrai une photo, là. Puis, une espèce de code breaker, mais en pitchant la personne. En pitchant la personne, ouais, c'est ça, mais comme de côté. Ouais. Et c'était un match en pre-show, je me souviens plus pour quel pay-per-view, contre Ricochet. Et Ricochet a pris ce finisher-là. Il a bumpé, Ricochet est capable de bumper 4 pieds dans les airs. Et c'est un des plus beaux finishers parce que c'était bien rendu, c'était bien vendu, c'était bien fait que un lumbar check. Donc, ce moment-là, après ça, ce finisher, j'avais tout le temps hâte de le voir. J'avais hâte de voir Cedric Alexander lutter juste pour voir ce finisher-là. Mais finalement, on l'a pas vu tant que ça souvent parce que Cedric est devenu ce qu'il est devenu. Dans les plus classiques qui m'ont marqué, c'est sûr que le Sweet Chin Music reste un classique juste parce qu'il surprend tellement. Il arrive de nulle part, bang, efficace. Très bien fait par Shawn Michaels très, aussi. Très bien fait. Et sinon, le Judas Effect
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben, tu sais, c'est quand même un bon finish, puis je sais que quand... C'est un finish de UFC, c'est sûr, c'est bon. Ben oui, puis c'est juste que, ce que Chris Jericho a fait avec ça, c'est qu'il voulait faire oublier, je pense, justement, le Code Breaker, il voulait aller complètement vers autre chose, puis ça fonctionnait. Ouais. Je trouve pas tant beau son... Quand t'as Aussi, un beau il vieillit aussi. Hein? Oui, Le beau absolument. Chris, fait que tu sais, un moment donné, un finisher plus facile à faire qu'un Code Complètement, Breaker, faut que tu complètement. bumpes. Complètement, c'est mais plus ça, fun. de switcher de musique, et j'en avais un autre en tête que je ne me souviens plus. Oui, le Black Mass de Malachi Black dans le temps, qui, je crois, utilise encore, que je me souviens plus de la terminologie qu'il y a comme Malachi Black, mais que... Qui est comme un swing chin de côté, genre. Ouais, un genre de kick de côté qui ramasse complètement dans la gueule de la personne. Il en a donné un moment donné à Johnny Gargano. Vendu, là, un timing impeccable. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, dans mes tops. Toi, ça ressemble à quoi? Moi, je vais aller classique. Moi, je vais y aller avec le RKO, que je trouve qui est... je vais dire RKO parce que je trouve que Randy est celui qui applique le mieux le cutter. Ouais. Donc, c'est un dérivé du cutter, mais avec un RKO qui se fait dans les airs, qui est fait à plusieurs sauces aussi, qui a été... tu sais, on se souvient de celui qui a fait à Seth Rollins en se pitchant dans les airs avec un curb stomp. C'était incroyable. Matt Sydal, quand il a... Un Matt Sydal, quand il land dans les airs aussi avec un 450. Fait que c'est comme un truc qui demande beaucoup de timing, qui est pas difficile à faire, qui est pas dangereux, mais qui est vraiment difficile au niveau du timing et de bien accueillir son adversaire, puis retomber au même niveau, puis même vitesse. Vitesse exacte que son adversaire. Puis Randy le fait encore super bien. Il a toujours bien fait ce mouvement-là. Et sinon, le Tombstone Power Driver de Undertaker, qui était un move bien... le nom est très bon, qu'on a trouvé pour le Tombstone avec sa gimmick. Et qui était assez classique aussi. À chaque fois que tu voyais ce mouvement-là arriver dans le match, c'était presque impossible qu'il y ait un kick-out qui suivait ça, surtout s'il y avait le pin qui s'en suivait avec la gueule et les yeux qui partent en arrière. C'est ça. Et ce qui fait que lorsqu'il y a eu le match avec Shawn Michaels, et que Shawn Michaels a kické de cette manière-là, ça a encore créé encore un plus gros effet. Fait ce que tu disais au début, là, protéger un finisher, c'est ça aussi. Quand il y a quelqu'un quand il y a personne qui kick out de ce finisher-là et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui kick de ce finisher-là, ben c'est là où ça donne l'importance au lutteur qui kick de ce finisher-là. Le lutteur, un jour, qui va kicker en dehors, mauvaise translation, qui va kicker out, je vais le dire en anglais, du One Wing Angel, le finisher à Kenny Omega, dont personne sauf Ibushi, qui a kické out de ce... Sauf erreur, qui a kické out. Il y a une personne qui a réussi à kicker out de ce finisher-là. Sinon, personne jamais a réussi à kicker out de ce finisher-là. Personne qui va réussir, si quelqu'un réussit à kicker, mais ça met un étoile, ça me donne un rub, ça élève ce lutteur-là. 100%. Sinon, moi, l'Undertaker, qui avait quand même le chokeslam, c'était pas un finisher, c'était plus un move de transition, mais sinon, le Death Rider, les quelques années qu'il a fait son Death Rider, je trouvais ça impressionnant parce que il réussissait à faire un Death Rider sans donner de wedgie. Que je trouvais toujours très impressionnant. Fait que il se pognait à la bonne façon sur les trunks des autres de ses adversaires. Puis il était très haut et très élevé. Très impressionnant quand même. Fait que ça fait le tour, c'était quoi les finishers. Fait que vous, c'est quoi votre finisher préféré qui vous a le plus marqué dans l'histoire de la lutte? Vous pouvez nous le dire. Il y en a aussi des plus niaiseux, des plus drôles. On se souvient du serpent de Santino Marella. Un finisher. Mandible Claw. Mandible Claw. Il y en a plein. Fait que revenez-nous avec les vôtres, c'est lesquels. Et sinon, on va enchaîner avec la deuxième chronique de la semaine, la chronique fait farfelu. J'ai traduit fun fact parce que je me trouve dans les faits farfelus. Je fais ça, c'est très très court comme fun fact. La majorité des gens qui suivent la lutte sont au courant que Vincent Kennedy McMahon a acheté pour $1 million la compagnie à son père, Vincent McMahon. Mais est-ce que vous saviez qu'avant le père de Vincent Kennedy McMahon, c'était Jess McMahon, qui était un promoteur dans l'État de New York de la lutte dans les années 20.
Donc, c'est même encore plus loin que ce qu'on peut penser. Donc, c'était dans le temps la CWC, la Capital Wrestling Corporation, que son grand-père, donc Jess McMahon, avait... Pas Jesse, sûrement. C'est écrit, j'ai trouvé Jess McMahon. Je sais pas si c'est Jesse McMahon. Jesse McMahon. Je dirais Jesse. Jesse, ça fait plus... fait cowboy ces années-là. Ouais, c'est ça. Mais c'était quand même à New York. Fait que, tu sais, ça reste un peu des gens d'affaires, là. Ouais. Fait que faut dire que Vince McMahon, le junior, le fils de l'autre, avait quand même ça dans le sang de génération en génération, là, le côté homme d'affaires, le côté lutte, le côté promoteur. Son père l'avait fait, oui, on le sait, mais son grand-père le faisait même avant lui, dans les années 20. Fait que c'est juste un fun fact. Moi, j'étais pas au courant que ça datait même plus loin que Vincent Senior. Ouais, puis c'est pour ça aussi qu'on peut voir un peu plus de grip, si on veut, d'être la part de Vince McMahon lorsqu'on parle de Madison Square Garden, parce que ultimement, c'était le territoire au départ de son père, autour de cette aura-là, autour de New York. Mais là, on apprend que de son grand-père même. Maintenant, c'est de son grand-père, effectivement, mais c'est pour ça qu'il y a tout le temps un petit peu le côté... Vince, il aime pas trop ça quand il y a d'autres luttes qui se fait au Madison Square Garden à cause de tout ça. Il y en a eu à travers les années, mais c'est toujours une nouvelle un peu, puis c'est pour ça que le Madison Square Garden est un peu... lorsque tu vas même dans un house show au Madison Square Garden, ça se peut qu'il se passe des affaires, parce que c'est un petit rappel justement à l'histoire qu'il y a eu à travers les années de New York, c'est vraiment... Quand c'était divisé en territoire, c'est le territoire de base des McMahon. Mm-hmm. Donc, il y en avait énormément beaucoup, puis maintenant, il y en a plus beaucoup, mais c'est le monopole de Vince. Ah, ok, oui, le monopole de la WWE qui est en train de briser un petit peu. Oh, ouais, c'est pas grave, mais tu sais, tant mieux, parce que c'était le souhait de son papa à Vince qu'il ne fasse jamais de monopole. Et à la première occasion, en a fait. Fallait que Vince rembourse le $1 million qu'il avait acheté la compagnie pendant la première année. Fait qu'il fallait que lui trouve une façon de faire de l'argent. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il a été là, un peu plus vers le côté capitaliste. Là, ah ouais, défends Vince McMahon. Non, du tout. C'est des faits gentil monsieur. Oui, c'est des faits que je note. Je défends pas le monsieur. L'histoire, c'est l'histoire. Ça, je peux pas rien faire là-dessus. Prochaine chronique, match de la semaine. Et on y va du côté de Pierre, ton match de la semaine. Et là, on s'entend la semaine, ça va être une longue semaine. 2 semaines et demie parce que c'était Noël. Fait qu'on vous a pas fait de retour à travers. Fait qu'on va partir à peu près, je pense que le plus loin, c'est le 18 décembre. Ouais, fait qu'à partir du Raw du 18 décembre jusqu'à ce qui s'est passé le 6 janvier à Collision. Ouais. Fait que c'est un bon 2 semaines et demie de lutte. La WWE n'a pas fait de spectacle habituel. On a fait plutôt un retour sur l'année. Fait que le Raw et le SmackDown pendant Noël, c'était pas des matchs, là, c'était plus des entrevues puis ils mettaient à la télé les meilleurs matchs de l'année. Ouais. Donc on s'est sauvé 2 épisodes de ce côté-là. Mais sinon, tous les autres spectacles ont eu lieu. Il a manqué également un Collision parce que c'était le pay-per-view World's End à la place. Mais sinon, on va vous faire un retour sur tous ces matchs-là. Et on commence avec Pierre. SmackDown du 22 décembre, qu'est-ce que t'as aimé? J'ai bien aimé moi, le match de 4 contre 4 féminins, donc Damage Control contre Bianca Belair, Shotzi, Michin et Zelina Vega. C'est le match qui ouvre la carte. Donc, avant ça, il y a eu donc, les 4 messieurs qui s'obstinent à savoir, les 3 messieurs, donc AJ, LA Knight et Randy Orton, qui s'obstinent à savoir qui va aller contre Roman Reigns. Bref, le match commence, les gentils entrent, ensuite les méchantes, donc Damage Control qui joue le rôle de heel dans le match parce que ils sont heel, rentrent et ça prend pas 2 secondes que les méchantes rentrent dans le ring et le match tout de suite, ça embarque les 4 filles, sautent une sur l'autre, 4 contre 4, ça se bat, blablabla. Faut prendre note ici que les matchs 4 contre 4 de la WWE sont moins spotfest que celles de l'All Elite. Ça n'a pas rapport que ce soit un match on respecte plus les règles un peu aussi. Oui. Le tag est plus important à la WWE. C'est un tornado. C'est un tornado celui-là, ok. Mais il n'est pas annoncé tornado, mais fait que c'est pas un tag match régulier, c'est un 4 contre 4.
Fait qu'il n'y a pas de temps de tag. Ce qui fait que c'est ça. Du côté de All Elite, souvent, c'est des spot fest. Fait qu'il y a beaucoup il y a des tapes, puis des escabeaux, puis des échelles, puis des spot fest. Du côté de la WWE, autant masculin que féminin, c'est surtout des pairings qui vont être faits. Fait que c'est des duos qui vont travailler ensemble, qui vont faire des petits matchs ou des petits spots de matchs ensemble. Des petites séquences au travers. Je vais passer au travers. qui donc des spots de petits matchs au travers du grand match. Vous allez comprendre. Donc, les 8 dames se concrissent une volée en plein milieu du ring. Le ring se vide et il ne reste qu'en plein milieu Io Sky et Bianca Belair qui commencent à se battre, donc une contre une. Démontrent l'athlétisme, les deux qui chacune s'échange des moves, mais sont capables de contrer. Ça le bien. Il y a un Belair qui réussit un delayed suplex, donc qui tient Io par-dessus sa tête à l'envers et qui land le suplex et qui pin Io Sky. Donc Belair, en début de match tout de suite, s'en va pour le pin contre Io, mais Bayley vient briser le pin. Maintenant, c'est le tour de... en fait, Sky et Bayley quittent le ring. On s'entend, Bayley reste là, elle est fraîche. Et c'est Shotzi maintenant qui revient pour aller brawler, pour aller se battre contre Bayley. Shotzi vient attaquer Bayley, donc, et trouve aux abords du ring un cadeau de Noël. Parce que, bien évidemment, c'est. On était pas loin de Noël. Évidemment, c'est ça, c'est un match de Noël. Ouais, puis ça ressemble un peu au match qu'on avait décrit, hein, qui est un peu un classique à WWE de trouver des cadeaux, puis c'est des armes et tout ça. C'est exactement ce que j'ai écrit, c'est avec des allures de John Cena. Shotzi déballe un cadeau et trouve une belle chaise. Puis elle est tellement contente, elle veut frapper Bayley, mais Bayley prend avantage de la surprise de Shotzi et réussit à prendre le dessus, installe la chaise, l'ouvre debout, l'ouvre comme si on peut s'asseoir dessus, dans un coin. Les deux s'échangent quelques coups. Finalement, Shotzi reprend le dessus sur Bayley et finit par la garrocher sur le deuxième câble. Donc elle est installée un peu comme à côté le chest sur la deuxième câble, comme si elle allait manger un 619. Et Shotzi prend la chaise, l'installe à quelques pieds derrière Bayley et se recule, prend un élan, saute sur la chaise et se garroche littéralement contre Bayley, qui, elle, roule en dehors du ring. Ce qui se passe, c'est que Michin, maintenant, monte sur le deuxième câble et tire entre le troisième et le deuxième câble pour donner un peu d'espace à Shotzi, qui, elle, va se garrocher contre les méchantes, donc contre Bayley et Io qui sont à l'extérieur du ring. Donc Michin, Zelina Vega vient retrouver Michin sur le ring et les deux commencent à se parler, à se pomper, à faire comme « Ok, nous autres, on est capable de plonger, on va sauter, nous autres, contre... » Nous aussi, on est capable, on le fait! Mais c'est de la lutte. Ils sont trop craqués, ils ont trop pris de temps. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Kairi Sane et Asuka arrivent avec des kendo sticks de... Noël! Fait que c'est comme des cannes de bonbons, mais c'est des kendo sticks. Et ils viennent leur coller une volée. Ils n'ont pas été assez game, assez vite de pouvoir sauter. Mais une chance que Bianca et Shotzi, de leur côté, aussi avec des kendo sticks de Noël, sont venus les sauver. Bianca et Shotzi sortent du ring et vont sous celui-ci pour trouver une table de Noël. Non, pas une table de Noël, juste trouver une table. Je pense qu'il y avait un chou dessus, c'est tout. Mais bonne réaction de la foule, comme d'habitude. Quand on sort une table, les amateurs de lutte, on vire complètement crackpot. Ah ouais. Ce qui est c'est comme de l'herbe à chat pour les chats. Là. Sort une table de lutte. Là. Exactement. Moi, il y a deux fois où on sort des tables puis que je vire fou. Pendant un match de lutte ou à Noël, parce que je sais qu'on va manger. Fait que, vois-tu, là, ça rallie les deux. Parce que je savais qu'on pensait qu'à ton Noël, tu faisais des powerbombs. Pendant un match de lutte ou à Noël, parce qu'on fait des powerbombs sur une table. Tasse la dinde! M'en rentrer une dans la table. Okay. Ma belle-mère! Okay. Puis, joke de belle-mère, ça, c'est même pas ciblé contre toi, Anne, je suis désolé. Donc, fait que c'est ça, ils sortent une table, mais... les méchantes sont les méchantes. Io et Bayley reprennent contrôle de la table de Noël en calique un coup dans le ventre des deux gentilles, Bianca et Shotzi. Et Io et Bayley, dans une... Je sais pas si c'était planifié, dans une chimie ou je sais pas trop, ont juste levé la table dans les airs et ont dansé la danse de la table de Noël. C'est un très beau moment et ça s'en va à la pause. Habituellement, je le souligne pas
quand les matchs vont à la pause parce que les transitions se font assez naturellement. À ce moment-là, je le dis parce que quand on revient de la pause, t'as un carnage. Il y a une table dans un coin sur le ring, cette même table de Noël qu'on a vue plus tôt. Il y a plein de cadeaux installés partout et il y a 2 avalanches souplex qui se passent de chaque coin du ring. Donc, d'un côté, c'est Bayley qui en mange un de la part de Michin et de Belair, et de l'autre côté, c'est... mes notes se sont complètement fourrées, mais bref, d'un côté, il y a 2 méchantes qui en donnent une gentille, et de l'autre côté, c'est 2 gentils qui en donnent une méchante. Vous suivez, c'est comme un genre de stéréo avalanche souplex, mais pas avec la même musique qui joue. Bon, tout le monde suit. Ensuite de ça, tout le monde brawl un peu partout. Io pin Michin, Belair brise le pin. Io et Belair finit. En fait, c'est un spot qui est super le fun. Ensuite, le Io finit par se battre contre Belair et mange un cadeau, une boîte sur la tête. Fait qu'elle finit par être juste avec une tête de cadeau. Un peu comme on a vu avec la poubelle. La poubelle, ben c'est ça. Moi, j'ai fait comme. Mais à quel point t'aimes pas la lumière? Elle a-tu des commotions, puis elle veut pas. Elle aime ça lutter les yeux fermés, mais elle sait pas trop comment faire. Elle connaît pas la technique d'avoir des lunettes de soleil. Je sais pas par la Orange Cassidy, mais non, il faut qu'elle se mette une poubelle ou un cadeau. Fait que. Belair la pogne en chaise électrique sur ses épaules et Shotzi lui donne là, un drop kick là, d'en face qu'elle a pas vu venir parce que Chris est cadeau d'en face. Fait que ça se passe dans le ring. Ensuite, on s'en va en dehors du ring. Zelina Vega qui est là, oui, on l'a pas entendu beaucoup depuis le début, mais elle est là. Elle mange littéralement d'en face une tarte à citrouille. Ouais. Parce qu'il y avait il y avait un buffet sur le côté du ring, comme d'habitude. Et en dessert, a droit à un superbe miss de Asuka. On espère que ça lui laissera pas un aftertaste trop méchant dans la bouche. Je sais pas c'est quoi exactement là, les accords tarte à citrouille puis miss d'Asuka. Je sais pas, Pinot Grigio. Je sais pas exactement ce qu'on pourrait lui donner avec ça. Ensuite, les méchantes s'acharnent contre Belair, sautent dessus. Oh non! Que se passe-t-il? Asuka et Kairi déballent un cadeau de trop. Un cadeau de trop parce que dans ce cadeau, c'est Dawn et Fire, le tag team de NXT. Je crois qu'ils ne sont plus à NXT maintenant, qui ont gradué. Je vais dire gradués, qui sont rendus à NXT présentement. Donc, je me souviens plus de leur nom de quelque chose, Fire. Bref, un tag team de filles. Je les ai vus lutter une fois à NXT il y a déjà quelques mois. C'est pas celle qui était avec l'ancienne... Gigi Dolan? Je sais plus. Il y avait pas un team plus, c'est pas genre le truc un peu Poison Ivy. Oui, mais c'est ça exactement. Puis là, ça a changé un peu. Ouais, c'est ça, un genre de repackage. Mais un repackage, c'est comme une équipe, mais pas une équipe, c'est comme leur nom de famille qui donne... Okay. Non, en fait, c'est le nom de une qui donne le nom du tag team, mais c'est 2 noms. C'est comme un tag team, pas tag team, mais ça fonctionne. Il y a un peu un aspect un peu weird, un peu glauque. Fait que Asuka et Kairi sont un peu comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Fait que on détourne l'attention de leur part, puis de retour dans le ring, Belair donne un Kiss of Death KOD à Bayley, mais Io est là, il donne un moonsault sur Belair. Très très bon timing de part et d'autre de tout le monde là-dessus. Mais Michin vient briser le pin que Io essaie de faire sur Belair. Michin qui fait son genre de finisher, le même finisher que Ruby Soho, donc un genre de coup de pied, un pied dans la face parce que garoche sur le dos. Gail Kim avait ce finisher à l'époque. Gail Kim, oui, exactement. Qui est quand même un joli finisher, mais que... Je le trouve bon. J'en finisher, j'aime bien. Oui, absolument. Puisqu'on parle de finisher, tu sais. Michin qui met Io sur la table, qui traîne là depuis le retour de la pause. La table de Noël. La table de Noël, exactement. Laquelle on a eu le droit à la danse de la table de Noël. Michin qui fait un senton dans la table sur Io. 1, 2, 3. Un pin de Michin sur la championne. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument rien, parce que c'est un spécial de Noël. Voilà. Exact. Puis c'est un peu la même chose avec les 2 filles qui ont été revenues. Je pense pas qu'on les a revues depuis non plus.
Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Ça fait juste montrer à quel point les épisodes de Noël, c'est les épisodes de Noël. Ça. On teste des affaires. Ça a leur bulle, ça a leur propre bulle, leur propre histoire en soi. Mais j'ose espérer qu'on va monter les filles quand même. Là. On leur a pas juste donné un petit spécial pour Noël. Là. Puis je voulais parler de ce match-là parce que c'est un peu différent de ce que je vous parle d'habitude. Ça n'a pas été super violent, ça n'a pas été... Mais c'est je vous disais que j'aime beaucoup la lutte. J'aime la lutte, oui, un peu, quand même violente, stiff, mais j'aime aussi quand c'est extrêmement niaiseux. Et ça, premièrement, toutes les filles impliquées dans ce match-là sont des très très bonnes workers, luttent très bien, donc le niveau de lutte est super bon. Je peux pas le dire. Je peux pas arrêter de le dire. En tout cas, prenez cette phrase-là, faites-en ce que vous voulez avec. Les 3 lutteuses japonaises sont phénoménales. Je trouve sont un petit niveau au-dessus d'un peu tout le monde. Juste all around dans leur bumping rate et tout ça. Désolé. Et je voulais parler de ce match-là parce que justement, ça fait différent de ce que je parle d'habitude et j'ai trouvé je pense que c'est quelque chose comme un 10-12 minutes quand même bien ramassé. Un bon timing de tout le monde. Il n'y a pas eu de c'est un bon match de Noël, pour vrai. Ouais, un bon match de Noël, vu qu'on avait parlé déjà aussi dans des épisodes ultérieurs. Puis, gros props à la division féminine de la WWE qui est même pas... la division féminine de l'autre bord, dans l'Elite, n'a même pas aucun rapport, et même pas proche d'être sur le bord de la cheville de la division féminine de la WWE. Donc, je vais mettre en lumière la division féminine de la WWE. J'ai l'impression qu'on en parle un peu moins souvent. C'est pas parce qu'on veut pas le faire, c'est que instinctivement, on nous montre beaucoup plus de lutte masculine. Donc, nous, on vous montre sur une échelle de pourcentage de ce qui se passe. Fait que mettre en lumière des très bonnes lutteuses, on veut faire ça aussi. Voilà. Exact, puis on va en rejaser, parce que là, on va faire un petit tour de tous les épisodes qu'ils ont eu au cours des dernières semaines et vous dire, pour chacun des épisodes, qu'est-ce qu'on a aimé de notre côté promo et côté match. Fait que on va y aller comme par ordre d'épisodes, Pierre, si tu veux bien. Là. Absolument. Fait que, tout d'abord, on commence ça avec le Raw du 18 décembre. Fait que, ça nous rajeunit pas. Ah, le Raw du 18 décembre. Je me souviens, le Raw du 18 décembre, j'étais pas malade. Ah ouais, ça c'était une belle époque là. La belle époque. On n'avait pas encore vu de bébé, rien, puis on était en santé. Le finisher du bébé, hein, c'est pas on avait hâte on avait hâte à Noël à cette époque-là. Eh ben, il y avait une belle promo entre Drew McIntyre et Seth Rollins pour mousser leur match à Raw 1, qu'on va parler un peu plus tard, donc le Raw du 1er janvier, le main event. Et moi, j'ai bien aimé cette promo-là parce qu'on a un Drew McIntyre un peu plus réel. Et il fait ça une fois de temps en temps. Là, Drew a amené un peu l'histoire, sa vraie histoire dans les histoires kayfabe. Ouais. Et là, t'as un Drew qui justement parle de tous les sacrifices qu'il a dû faire à travers les années. Bon, il vient de l'Écosse et a dû quitter sa famille, a dû quitter pour évidemment travailler à WWE, voyager à travers le monde, tout ça. Et ce qui n'est pas nécessairement la même réalité quand tu viens de l'Amérique du Nord parce que c'est plus facile de revenir chez toi durant tes journées de congé que lorsque tu es en Europe où les avions transatlantiques, c'est un peu plus cher et un peu moins fréquent. Donc, puis avec le décalage horaire aussi, là, fait que d'y aller pour 2 jours de congé, tu le fais pas. Fait que tu fais juste rester sur la route constamment jusqu'à tes longs congés, un peu plus longs congés, même s'il y en a pas beaucoup de congés à la lutte. Fait qu'on amène ça de l'avant, puis j'ai aimé l'angle qu'il a pris également en disant à Seth qu'il peut comprendre tous ces sacrifices-là qu'il a pu faire parce qu'il voit Becky Lynch, sa conjointe, ouais. avoir fait les mêmes parce qu'elle aussi vient de l'autre côté de l'océan et doit être loin de sa famille, puis que malheureusement pour Drew, elle a dû perdre des membres de sa famille, sa maman, je crois. Là, Donc, même si tes parents veulent ton bien, te disent de poursuivre tes rêves, c'est quand même plate lorsque éventuellement ils nous quittent, puis tu te dis, j'ai fait ces sacrifices-là, même s'ils voulaient que je les fasse. Ça fait qu'on a amené une petite dose plus personnelle, plus réelle, puis j'aimais voir un peu ce côté-là derrière le rideau de la vraie vie des lutteurs qui nous a amené ça, puis ça construisait bien le Drew dans le fond était comme j'ai pas le choix de te battre parce que j'ai trop fait de sacrifices. Ça donne une bonne raison me rendre où je suis. De se rendre au match puis d'écouter le match. Puis tu sais, il était heel dans cette promo-là, mais c'était très quand même face comme. Ou c'était une manière tweener un peu de faire la promo.
d'avoir écouté quand même souvent Drew faire des promos. Je dis ça comme si Drew, j'étais un fan de Drew, là. Mais je trouve, quand il donne justement cet aspect de vérité là, où il va chercher juste un petit glimpse de vérité, il est beaucoup plus facile à suivre, beaucoup plus crédible à écouter. Tandis que quand il fait une promo super WWE, déjà écrite, déjà toute édulcorée, passée dans le filtre, où il doit dire des mots-clés, puis il doit absolument faire du Vince McMahon, finalement, ça lui colle beaucoup moins à la peau, puis il est beaucoup moins crédible. Tandis que là, il parle sûrement un peu plus de son cœur. C'est sûrement moins scripté, parce que c'est du Triple H maintenant. Fait que ça marche beaucoup mieux, oui. Un bon jeu au micro, super intéressant à écouter. Puis une bonne réponse aussi de Seth qui comme tu sais, qui était justement un peu comme on explique avec Paul Heyman, tu sais, tu lui prends quelque chose, puis lui il l'a pris en disant ben hey, c'est effectivement tout ça, mais tu sais, je sais jamais qu'est-ce que tu dis, si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est juste pour m'atteindre, fait que tu sais. J'ai bien aimé leur interaction, puis aussi pendant les Raw de Noël où il y avait des entrevues genre Skype. Là. Bien aimé Rollins aussi à travers ça qui continue à mousser ce match-là, mais en même temps de donner un peu de props parce qu'on n'est pas dans un contexte normal, là, cette entrevue Skype-là. On n'est pas devant un ring. Fait que j'ai bien aimé aussi Seth dans ça. Fait que je vais voir ça avec le Raw du 18 décembre. Allez écouter ça si vous ne l'avez pas écouté. Dans le même Raw, on avait Miz contre Gunther à un match pour la dernière chance, si on veut, de Miz. Si Miz perdait, il ne pouvait plus affronter Gunther. Donc, on rajoute un élément, si on veut, pour essayer de voir si Gunther un jour va perdre. On s'entend, ça n'arrivait pas. Mais, dans ce match-là, la foule y croyait. La foule y croyait vraiment beaucoup. Et c'était le fun de les voir aussi impliqués. Un Miz qui, tu sais, c'était pas le plus technical dans le ring, mais il suit bien. Moi, c'est sur ça que je dis, là, tu mets Miz avec quelqu'un qui est très technical, puis le match va être bon. Ouais, il va pas descendre le match. Non. Il est capable de l'accoter. C'est pas lui qui va le rosser, mais il va rester au même niveau. Puis c'était un bon match, moi, j'ai trouvé entre les deux. As-tu d'autres choses sur ce match-là? En fait, juste sur Miz, la réaction que tu dis là, que le monde était quand même derrière Miz, que vous soyez pas derrière un personnage comme Miz, j'ai l'impression que peu importe où il va aller, peu importe quelle arena il va rentrer, il va avoir une réaction, que ce soit positive ou négative, dans le sens où il y ait du heat ou pas, qu'on le boue, qu'on le cheer. Il y a toujours une grosse réaction, peu importe. Je pense qu'il est rendu à ce statut-là où ça fait tellement longtemps qu'il est présent. On l'a vu faire des main-events. Il a main-eventé WrestleMania, c'est quand même pas rien non plus. Il a fait des gros matchs, il a fait des plus petits matchs. Il a travaillé, il a tout fait les rôles. Il a été dans le top de la carte, il a été dans le milieu, il a été dans le fond. Fait que je pense que les gens reconnaissent le travail qu'il a fait, il y a le respect qui vient avec, et c'est pour ça qu'il y a une telle réaction derrière le Miz, peu importe dans quoi on le place, puis il va être bon peu importe ce qu'on lui donne. Ouais, vraiment. Puis dans le même Raw, on a eu ensuite un match de ceinture féminine, hein, parce que oui, ces belts-là existent encore. Fait c'était Chelsea Green et Piper Niven qui l'avaient depuis quelques temps, sans les défendre trop. Et les nouvelles, Katana Chance et Kayden Carter. Ouais. Les championnes, tout récemment, championnes de NXT, ont un peu leur premier match, si on veut. Je crois que c'était leur premier match à l'intérieur de la WWE, qui n'est pas le club école, Raw SmackDown, main roster. Et on a donné la ceinture à Katana Chance et Kayden Carter pour, je l'espère, redonner. T'sais, autant on a vanté beaucoup là, toute la division féminine au complet, mais ça n'a pas de bon sens que tu aies une aussi bonne division féminine. Et tu fais juste pas le petit effort de plus pour booker bien tes championnes par équipe. Pour avoir pas très long. Des équipes, premièrement. Ouais. Il n'y en a pas d'équipes qui existent comme des vraies équipes. Mais là, il va peut-être avoir les Bookie Warriors, justement, qui vont s'en aller contre Chance et Carter. Mais si vous les avez jamais vus, moi je les avais vus, je crois, 1 ou 2 fois là, à NXT. Mais si vous les avez jamais vus, c'était un bon match. Fait que le Raw du 18 décembre, c'est une bonne manière de voir un peu leur moveset. Leur finisher aussi qui est super le fun, super impressionnant à faire. Puis je l'espère qu'on va donner une vraie chance à cette division par équipe-là. Qu'on va la mousser. Je pense qu'on a assez de bonnes filles pour être capable de faire des bonnes équipes un peu partout. Au moins, ils en mettent 4 ou 5 légitimes. Là. Ben oui. Si on est capable de le faire, c'était un peu l'erreur de booking ou la petite faiblesse que la WWE a, y compris chez les gars. Là, la division par équipe, on dirait des fois, ils oublient qu'elle existe pendant quelques mois. Puis là, c'est vrai, ça existe, ça. Faut qu'on fasse des matchs autour de ça parce que se concentre beaucoup sur les histoires des joueurs solo.
des deux côtés. Donc, j'espère que c'est pour le mieux, pour la division, mais si on le donne à ces deux-là, je pense que c'est pour quelque chose de bien. Je pense pas les que oui. d'un pacto. Je pense que oui. Sinon, il y a eu les Creed Brothers contre le Judgment Day. Ouais, encore de division par équipe. Oui, c'est ça, exactement. Une autre belle vitrine pour les Creed Brothers. Tes petits chouchous à toi. Hein? Mais oui, mais mes petits que j'aime bien. C'est ça. J'ai hâte de les voir au micro un peu plus, mais je les aime bien dans le ring. Mais ouais, je sais pas si ça a été un bon. C'est pas moi qui a la plus grande mémoire. Mais de mémoire, ça a été un bon match quand même. Ouais, mais c'était aussi un match qu'on savait pas qui allait gagner. Puis moi, c'est ça que j'aime. Oui. Tu sais, dans les. Il y avait Miss Gunter qu'on savait qui allait gagner, mais les deux d'avant, on savait pas qui allait gagner. Puis Creed Brothers avait quand même été buildé légitime. Et sa mémoire est bonne. Je crois qu'il y avait eu le switch de ceinture plus tôt dans la carte des filles. Fait qu'on était comme, on va te faire aussi un switch de ceinture du côté des gars. Fait que c'est une manière de booker aussi qui t'amène à te demander qu'est-ce qui va se passer. Il venait de sortir quelques semaines plus tôt du l'espèce de match, Turmoil Tag Team Match. Ouais. Fait que ils ont sorti fort de là. Des belles vitrines ensuite. Fait que ont fait comment? Ben peut-être justement on leur donne quelques bons matchs pour une surprise là pour pouvoir les builder. Des came up short, comme on dit dans la business. Puis ben super belle vitrine. Ouais, vraiment. Fait que le Raw du 18 décembre, somme toute un bon Raw parce qu'on a 3 matchs ainsi qu'un bon segment. Fait que bravo, vous allez pouvoir aller à Noël en vous disant que vous avez fait votre job. Les gens de. Le roster de Raw. On enchaîne ensuite avec le Dynamite du 20 décembre. Alors pour le Dynamite du 20 décembre, on a retenu une promo. Donc la promo backstage qui est arrivée, je crois, à la fin, ou vers la fin de la carte de ce Dynamite-là entre Swerve Strickland et MJF. Qui MJF cherchait qui allait être le clan du démon à cette époque-là. Et là, il est arrivé devant. Il a fait une petite interaction avec Samoa Joe qui voulait le protéger. Ensuite, va devant le locker room du Mongol Embassy et trouve une tuque devant la porte. Une tuque ou une cagoule, la cagoule que les. Ouais, c'est ça, pas une tuque, une cagoule, effectivement. Merci, hein. Je suis québécois, mais je sais pas encore la différence entre une tuque et une cagoule. Mais ça trouve la cagoule, décide de confronter Swerve Strickland. Et là, on a un bel échange entre les deux qui amène peut-être éventuellement à une future confrontation. À l'époque, MJF est champion également, donc on se dit, peut-être que ça va être le prochain le prochain contender, tu sais, à MJF. Strickland qui de plus en plus commence là, à vraiment viser la grosse belt, puis dire qu'il va être champion, puis aller le chercher, puis dire qu'il le vaut, puis qu'il est capable d'aller le chercher, qu'il va aller le chercher. Fait que, j'ai hâte de voir le chemin qu'on va y dessiner pour se rendre là. Est-ce que ce sera court, est-ce que ce sera long? J'ai hâte de voir. Mais j'ai bien aimé cette promo-là, cette interaction entre les deux. Absolument. Ensuite, on a eu un bon match qui était dans la classique continentale. En fait, 2 matchs de la classique continentale. J'ai commencé par celui de Jay White contre Jon Moxley. Donc, un match que j'ai aimé, un Jon Moxley qui est violent, comme qui est capable de l'être. Et un Jay White. Mais ce que j'ai aimé de Jay White, tu vois, c'est rare que je fais des compliments à Jay White. Mais dans ce match-là, j'ai trouvé qu'il était un bon heel. Genre, tu sais, un genre de. Pour aller chercher le heat là, du public. Fait que, tu sais, faire des moves pour, je sais pas, mais genre juste le pied d'en face, puis regarde la foule. Pour expliquer aussi, c'est que c'est ce match-là qui ciblait le genou de Moxley, où Jay White a commencé vraiment à frapper sur le même clou, qui est le clou était le genou de Jon Moxley, littéralement, où il a commencé à cibler ça pour le blesser, pour ce qu'on pensait allait être son downfall à la finale. Finalement, il a réussi à overcome cette blessure-là. Ça rajoute une couche de plus. Mais oui, un White plus violent. N'importe qui va se battre contre Moxley, on va dire « Ah, mais ça ressort quelque chose de violent en lui. » Mais c'est quand même vrai, c'est quand même ça la vérité. Dès que tu te bats contre Jon Moxley. Fait que oui, un Jay White plus heelish, plus cocky, même si quand même il est d'habitude, mais moins dans ses matchs. Là, il était beaucoup plus posé, beaucoup plus... posé méchant, là, pas posé, mais posé dans le sens de prendre son temps, prendre le temps de... Mais je pense que c'est Evil Uno en entrevue qui dit quand tu rentres dans un match avec Moxley, il aspire l'air du ring. Il y a tellement de charisme, il prend tellement de place dans le ring que t'as pas le choix d'essayer de te démarquer puis d'essayer de prendre de la place aussi physiquement puis mentalement, parce que sinon tu te fais complètement avaler par
le charisme et le pouvoir d'attraction que Moxley a sur le ring. Fait que peut-être que c'est ce genre d'élément qui fait ressortir quelque chose de plus naturel comme charisme dans un Jay White. Qui sait? Vraiment, puis une espèce de... Tu sais, le côté, genre, je vais tricher à travers le match de Jay White qui était chercher une chaise, tu sais, un moment donné, puis on était comme, hey, t'as pas le droit. Oui. Puis pendant, bref, tout ça, Moxley finalement se fait frapper par la chaise, mais lorsque l'arbitre a le dos tourné, puis... bref, une victoire de Jay White, c'était une petite surprise dans ce match-là. Fait qu'encore une fois, un match qu'on ne sait pas l'issue à l'avance, c'est le fun parce que ça fait qu'on a plus de plaisir à l'écouter. Absolument. Et de l'autre côté, même chose, on a un autre match que je vais te laisser plus présenter, Pierre. Ouais, c'est les Briscoe contre pas Jay Briscoe, mais Mark Briscoe, le frère de l'autre. Ben, il est dans son cœur, il est dans son cœur. Mais c'est contre Jay Lethal, c'est pour ça le lapsus. Donc, Briscoe et Lethal, qui sont deux personnes qui se connaissent depuis une vingtaine d'années, qui ont lutté sous l'Indie, qui ont lutté dans Ring of Honor, qui ont lutté dans la TNA, un contre l'autre ensemble, contre. Et les deux étaient que des défaites à la date dans le tournoi. Exactement. Les deux arrivent là, complètement au pied du mur. Les deux se doivent de gagner au moins un match pour leur l'honneur. L'honneur. Les deux vont lutter un peu en face parce que les deux, même si Lethal est encore étiqueté comme heel, il est clairement en train de faire un genre de face turn de rédemption, de vouloir se reprendre, de revenir meilleur. Et Mark Briscoe, qui est, d'après moi, un des plus gros babyface, la plus grosse réaction qu'on peut avoir de sympathie pour un lutteur. Je pense que Mark Briscoe, là, naturellement, on en a déjà parlé brièvement, mais Mark Briscoe, de ne pas avoir gagné un match dans le tournoi, c'est parce qu'il arrive d'une carrière d'équipe. Il n'y a pas de run comme son frère avait eu en simple. Donc lui, il perfectionne, il est perfectionniste, ou il perfectionne son art plutôt dans la lutte en équipe. Donc pour lui, de travailler en simple, il réapprend son craft, il réapprend sa lutte. Donc ceci explique pourquoi il n'a pas gagné dans le tournoi, il n'a pas gagné aucun match. Arrive là contre un Lethal un peu plus, je vais dire, plus gris, plus beige, plus alourdi par toutes ces défaites-là, puis par tout le côté aigri de vouloir gagner. Mais du beau respect du côté des deux parties. Poignée de main en début, poignée de main à la fin, c'est Mark Briscoe qui a gagné finalement à la fin de un beau petit match de lutte. Je pense à une douzaine de minutes, là, quand même assez long pour ce que c'est, mais tous les matchs continentaux sont quand même assez longs, sauf je pense que c'est justement Lethal contre Brody King qui a duré quelques secondes. Mais un beau match et à la fin, aussi une accolade, un Lethal qui est complètement à terre puis qui s'en peut plus, mais un Mark Briscoe qui veut quand même le remonter le moral. Juste pour le travail du personnage de Lethal puis l'évolution qu'il y a au travers du tournoi, puis pour voir le point final du tournoi pour le personnage de Lethal, pour l'évolution, ça vaut la peine d'aller voir ce match-là. Vraiment. Fait qu'un bon dynamite. Fait qu'on enchaîne avec le prochain qui était le SmackDown du 22 décembre. Et un petit peu moins bon SmackDown. Parce que moi, il y a seulement un match que j'ai apprécié. Même chose à mon bord. De ce SmackDown-là. Et c'est le match Butch contre Dragon Lee. Je dirais même plus, je dirais Pete Dunne contre Dragon Lee. Parce qu'on est revenu au moveset de Pete Dunne dans ce match-là. Au pace aussi de Pete Dunne. Qui est un peu un style qui attaque toutes les phalanges et tous les trucs de doigts, tout ça. Et un Dragon Lee, moi, que j'aime beaucoup, là, qui est un bon high flyer, qui a un bon potentiel, à voir si on le laissera décoller pour vrai en tant que high flyer luchador. Mais moi, je l'aime beaucoup dans ce qu'il fait, dans ce qu'il présente. À NXT aussi, il est très bon. Fait qu'un bon combat entre les deux, entre Butch et Dragon Lee, très technical. Les deux, je pense pas qu'ils se sont souvent vus un contre l'autre. Je pense pas qu'ils étaient dans les mêmes époques, mais... Je crois pas. Parce que je pense que Butch est monté depuis, puis pendant que Dragon Lee faisait ses classes, soit dans l'Indie ou à NXT par la suite. Fait que moi, j'ai bien aimé la cohésion entre les deux. Ils se comprenaient bien pour un match de semaine, puis ils ont tout donné, tu sais. On dirait que c'est rare aussi que on l'espère que ça va être moins rare, mais Butch qui soit mis en position solo, là, c'est un peu plus rare, puis j'ai l'impression qu'il s'est vraiment fait « Ok, let's go, c'est ma chance de shiner puis de sortir un bon match. » On leur a laissé aussi plus de 10 minutes pour le match. Fait que
Ça a permis de justement, moi ça a été le seul match que j'ai aimé de ce SmackDown-là. Un très bon match de semaine, ça vaut la peine d'aller le regarder. Donc, SmackDown du 22 décembre. Exact. Et ensuite, le Collision du 23 décembre. Un Collision aussi, un peu moins fort. Bon, on était un peu à la veille de Noël, parce que tout le monde était fatigué, mais il y a eu tout de même un classique, un excellent match entre Bryan Danielson et Claudio Castagnoli, qui ouvrait le spectacle et qui était le match à ne pas manquer. Très technical au début. Absolument. Les deux viennent du Blackpool Combat Club, fait que on installe rapidement le respect entre les deux, mais également le côté je vais t'avoir. Mm-hmm. Puis Bryan qui essaie d'être plus technique et que Claudio essaie de le suivre, mais quand il sent que non, je vais me faire battre parce que Bryan est meilleur technical, boum, il te sort un uppercut pour frapper Bryan. Bryan qui vendait également la blessure à l'œil, cette époque-là. Fait que, à un moment donné, quand on sent qu'on parle de technical, Claudio se met à attaquer au niveau de l'œil. Fait que un excellent match. Si vous aimez les deux lutteurs et ce style de lutte-là, là, c'était très très bon. Beaucoup d'échanges, notamment des coups de pied d'en face, l'autre retombe, l'autre fait des coups de pied d'en face, l'autre se remonte, l'autre refait des coups de pied d'en face. Il y a un moment donné, les deux sont un contre un, puis le classique, ils se donnent des coups de pied dans... au lieu que ce soit des coups comme ça, yeah, no, là, c'est coups de pied, bang, yeah, no. Fait que beaucoup de moments, le fun, et de deux workers qui sont super bons pour un clash de style qui fonctionne. Puis pas d'erreur. Moi, j'ai vu aucun botch de ce match-là. Aucune erreur entre les deux. Fait que tout ce qu'ils ont essayé, puis qui était pas évident toujours, ils font des transitions parfois qu'il faut que tu te comprennes puis que tu l'aies un peu pratiqué. Là. Ouais. Puis tout fonctionne à tous les moments du match. Fait que je vous le conseille. Moi, j'ai bien aimé ce match-là. Je pensais même que ça allait être mon match préféré de toutes les fights, tellement que je l'ai aimé, ce match-là. Oh, quand même. Et c'est le seul match, moi, qui a mon attention. Fait que, pas non plus de promo. Il y a moins de promo, de toute manière, du côté de All Elite Wrestling, mais surtout du côté de Collision. Donc, on enchaîne vers le prochain. Le prochain qui est... on a le Dynamite. Parce que le 25, comme on l'a dit, il n'y a pas de Raw, vraiment. C'est plus un retour sur les bons matchs. Donc, on tombe sur le Dynamite du 27, donc celui qui... le go-home, si on veut, du pay-per-view World's End. Fait qu'on a eu... c'est allé avec les deux finales, les deux demi-finales du Continental Classic. Ouais, on a un peu jasé déjà dans l'épisode. Oui, c'est ça, je survolais vite fait. Là, donc, dans le final continental du côté de la division Gold, c'est Moxley contre Swerve contre Jay White. Donc, c'est Moxley qui gagne la demi-finale. Demi-finale où moi, je pensais que Mox n'allait pas gagner. Pendant le match, j'ai douté que Mox allait gagner à cause justement de son genou que Jay White avait ciblé la semaine avant. Ou le Dynamite avant. Donc, on en a déjà parlé. Finalement, très, très bon match. Les trois gars qui travaillent super bien ensemble. Il y a une bonne chimie qui s'est créée entre White et Swerve. Pendant ce match-là, j'ai remarqué que les moments où Swerve et White ont travaillé ensemble, il y a quelque chose là qui pourrait créer là, des très, très, très bons matchs. Les quelques spots qu'ils ont fait ensemble, ça avait l'air de super bien connecter entre les deux. Puis je me souviens pas de mémoire avoir vu des matchs un contre l'autre, puisque les deux, je pense, se sont vraiment manqués au niveau là, des indies ou au niveau là, des fédérations. Des fédérations au niveau des tournées au Japon, en fait, qui se passent là, souvent. Pas juste avec New Japan, mais avec All Japan. Il y a des tournées au Japon qui se font où il y a des gens des indies. Bref, vous en parlerez à Mike Bailey. Il a fait ça pendant 5 ans, le temps qu'il ne peut pas aller aux États-Unis. Ensuite, la demi-finale, c'est la Continentale, la Blue Division, qui est Kingston contre Danielson. J'en ai parlé celle-là un peu plus en long et en large parce que ça fait mal au chest. Pas parce que je suis prêt de faire une crise de cœur. En même temps, ces deux gars-là, en regardant le match, peuvent me déclencher une crise de cœur tellement ils se claquent dans le chest. C'est ça. Si vous aimez la viande hachée, allez voir ce match-là. Ça vaut la peine. Ouais, très bon match. Et pour ce qui est des promos qu'on a bien aimé de ce Dynamite-là, on a la promo de Don Callis qui, avec le retour... c'est ça qu'il y a eu le retour? Et avec en fait, c'est le retour de Sammy Guevara qui est revenu à la fin. Le retour de Sammy, et là, on va présenter des peintures comme il fait souvent. Donc, une belle petite promo. Absolument. Et que finalement, la peinture qu'il y avait de Sammy, c'était une peinture gentille, mais Sammy, il voulait pas. Il voulait pas. Non.
Il voulait pas que son bébé soit incarné. Soit à la télé. C'est un peu une critique des médias sociaux. Voilà. Moi, je l'ai pris comme ça. C'est cette promo-là, ce segment-là qui a installé le match aussi 4 contre 4, là, dont on s'en est collissé un peu pendant World's End. Ouais, exact. Fait que c'était. Ça match, mais la promo était quand même drôle. Oui, absolument. Oui. Don Callis, là, il est excellent. Dès qu'il arrive, sa toune d'entrée, qui n'est pas une toune, qui est juste un bruit, là, qui est un white noise, là, c'est tellement bien réfléchi comme pour attirer du heat, là, c'est parfait. Ouais. Et on enchaîne avec. On parlera pas du pay-per-view parce qu'on a fait un épisode complet là-dessus. Fait qu'on va enchaîner avec le Raw du 1er janvier. Raw Day One. Qui était un excellent Raw. Je tiens à le dire. Ouais. Et là, un peu, tu l'as souligné là, tantôt avec les divisions féminines par équipe, mais encore une fois, bravo à Raw, bravo à Triple H, bravo à la division féminine de filles, parce qu'on avait 3 matchs féminins sur la carte. Un qui ouvrait le spectacle entre Becky Lynch et Nia Jax. Puis on s'en jasait, mais tu sais, ce match-là, qui est un match de semaine, a été mieux construit que certains matchs du pay-per-view World's End. Ouais. Tu sais, c'est un excellent entre les deux. Moi, Nia Jax m'a vraiment surpris. Je l'ai trouvé plus fluide dans ses mouvements, je peux le dire. Là. En tout cas, je la sentais plus agile qu'à l'habitude ou que mon souvenir j'avais d'elle. Ça a été un bon match entre elle et Becky pour ouvrir le Raw. Et petite surprise, hein, on fait gagner Nia Jax, tout ça. Puis là, bon, j'ai peut-être moins aimé le côté, on essaie de mettre du sang à la fin. Oui, la capsule, là, capsule de sang. Ben, je sais pas ce que c'était, mais c'était pas réussi à 100%. Non. Fait que on n'a pas tant filmé que ça non plus, mais sinon le match en tant que tel était bon. Ces spots-là sont jamais réussis, anyways, mais le match comme tel, je m'attendais à rien. J'ai été surpris, tant mieux. Exact, moi j'ai bien aimé. Puis ensuite, sur la même carte, un peu plus tard dans la soirée, on avait Rhea Ripley qui défendait sa ceinture contre Ivy Nile. Donc deux madames musclées, très musclées même. Ouais. Les deux. Ivy Nile qui est un peu plus petite, un peu plus courte, mais du spring dans les jambes, puis de la force quand même, puis capable de tenir son bout contre. Des beaux souplex aussi. Oui. Moi en tout cas, elle m'a surpris. Je l'avais pas vu beaucoup non plus, Ivy Nile lutter, mais j'ai aimé le spot qu'on a donné. Évidemment, là, le match était un peu plus clair que ça allait vers qui allait gagner, mais j'ai quand même aimé voir une démonstration du moveset de Ivy Nile qu'on avait pas tant vu. C'est ça. L'importance d'un bon booking aussi, c'est d'être capable de faire shiner la personne qui perd aussi dans ce cas-ci. Ivy Nile, qu'on n'avait pas vu lutter, je crois, à ce point-ci. On l'a vu à NXT, mais on l'avait pas vu sur le main roster. On l'avait vu dans des vignettes avec Alpha Academy, avec les Creed Brothers. Un peu plus comique, mais là, de la voir sérieuse dans un vrai match, même si elle perd, elle paraît bien, elle a réussi à avoir une bonne offensive, mais c'est ça du bon booking. Du bon booking, tu bookes bien la personne, elle va shiner, même si elle perd en bout de ligne. Et visuellement, j'avais pas le look avec des shines, puis aussi la petite vignette là, backstage où elle se fait des chin-up sur le bras d'un des gars de Creed Brothers. J'aime bien ça, ce qui est présenté. Et ensuite, on va y aller avec la promo, hein, la promo que vous avez probablement entendu parler, celle du retour d'un des champions. Et qui sait, c'est Jinder Mahal qui revient. Et que là, moi j'ai adoré le fait qu'on mette la caméra sur les gens déçus, là, puis qu'on fasse vraiment qu'on souligne le fait que les gens étaient déçus de ça. Et moi j'ai aimé quand même la promo, pour ce qu'il disait, là, Jinder, je le trouvais un bon heel dans cette promo-là. Et lorsqu'il se. Ou, tu sais, justement, il parle d'un peu les gens qui sont racistes, ou peu importe, tu sais, mais on met ça un peu de l'avant. Et là, boum, The Rock l'interrompt. Et là, évidemment, quelle belle interruption. Tout le monde capote, c'est big. Et une promo classique de The Rock, là, tu sais, c'est. Réinvente pas la roue, il a même fait un peu le même schéma que ce qu'il avait fait en septembre dernier. Ouais. Quand il était revenu. Avec ce côté-ci, ce côté-ci. Mais il a mieux réussi cette fois-là. Il a mieux réussi cette fois-là. La dernière fois, c'était un peu confus. Là. Ouais. Fait que, mais j'ai aimé ce qu'il a répondu à Jinder. Puis, moi, pour vrai, tout le long, j'étais comme, The Rock, il annonce-tu qu'il s'en va à la présidence des États-Unis? Parce que je le trouvais très patriotique dans sa manière de dire les choses. Fait que, bref, on va voir. On va vraiment dans l'avenir, là. Mais si un jour ça se rend, mais c'est le genre de promo qu'il pourrait mettre. Faut que ça soit The Rock qui fait ce genre de promo-là. Parce que je suis pas. Je rentrais pas dans des discours politiques, là, mais je suis pas très pro-patriote. Tout ce qui est patriotique, là, peu importe à quel niveau, là, que ce soit autant les gens qui sont très séparatistes au Québec, autant que les gens qui sont pro-gun aux États-Unis, là, peu importe. Je sais que je rentrais pas dans un discours politique, là, mais d'avoir un discours si patriotique,
mais qui fonctionne parce que c'est The Rock qui le dit, puis que je suis capable, pas d'adhérer à ce qu'il dit, mais de faire comme, ah, c'est bon. Faire comme, c'est parce que c'est The Rock, c'est juste parce que c'est lui, puis on va le suivre, peu importe ce qu'il va nous dire, puis c'est une légende, puis tu criais, mais sans USA dans ton salon, là, ben tout oui, seul. qui n'a pas crié? Oui. J'ai été m'acheter un gun, puis je tirais dans mon plafond. On salue tes voisins. En fait, j'avais des voisins au-dessus, finalement. Fait une couple de semaines. En fait, c'est une couple de jours que. Pas de nouvelles, je sais pas. Ah, ça. Fait que, ben, c'est ça. Mais à la fin, surtout, The Rock. Ouais. Avec le petit clin d'œil que. Si je vais manger à quelque part, j'ai faim. Où c'est que je vais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'en vais me mettre dans un boot? Est-ce que je m'en vais m'accoter au bar? Ou est-ce que je m'en vais à la tête, head of the... de la table. Et, fait que le head of the table, fait qu'une référence à Roman Reigns. Et là, ça lance les hostilités, je crois, avec Roman Reigns. Où ça va aller, on sait pas. Est-ce que ça va être à Mania? Est-ce que ça va être à Elimination Chamber? Est-ce que ça va être après? Est-ce qu'on build ça le très long terme? On fait juste un petit clin d'œil là, puis on attend de voir qu'est-ce qui va fitter à l'horaire de The Rock. Mais bon, c'était quand même le fun. Et dès qu'il l'a dit, moi, c'est eu des goosebumps un peu sur le bras. Oui, complètement. J'étais comme, c'était bien fait. Fait que, bravo pour cette promo-là. On risque de parler encore longtemps. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimeriez ça avoir une genre de chronique fantasy booking où on prend un petit 5 minutes, puis on fait juste exploser les idées de ce qui peut se passer pour certains gros segments comme ça qui peuvent annoncer des matchs super le fun où on s'entend là, on fera pas du comment on bookerait ça, The Rock contre Roman Reigns? Exactement. Donc si ça vous intéresse ce genre de chronique là, laissez-nous savoir en commentaire juste en dessous avec, n'oubliez pas de mettre le temps aussi parce que on veut savoir exactement de quoi on parlait. En même temps, si vous répondez à cette question-là, c'est assez clair. On va savoir de quoi on parle. On est niaiseux, mais pas tant que ça. Fait que, et sinon, le main event de le Raw premier qui a terminé quand même bien, il y en avait Rollins contre McIntyre. Comment t'as apprécié ce match-là, toi, Pierre? Deux bons workers. Fait que c'est un main event de Raw classique du bon travail des deux bords. Il n'y a rien qui me vient spontanément qui ressort dans le match parce que c'est un match de télé. Il y a une belle intensité, moi, que j'ai aimé de McIntyre à travers ce match-là. Très intense face à Rollins qui contrôle encore super bien son personnage. Oui. Fait que, non, un excellent match qu'on vous conseille de voir. Fait que c'était un bon Raw. Fait que le Raw du premier, c'est ça. On a sorti la belle coutellerie de Raw qui revenait. On en a mis de l'avant. On a fait un très bon Raw. Et ça, on se rend au Dynamite du 3 janvier, qui est peut-être en réponse à l'autre, mais c'était le show qui suivait le pay-per-view. Fait que ça a quand même été, moi j'ai bien apprécié, ce Dynamite-là. La bonne lutte ou de la bonne, pas de lutte, mais de la bonne... La bonne télé. La bonne télé de lutte. La bonne télé de lutte. Oh, ouais. On joue avec Adam Cole et l'Undisputed Kingdom, maintenant le nom de son clan, qui vient un peu nous expliquer pourquoi il a décidé de faire ça. Fait que une belle promo, tu sais, qu'on s'attendait. On n'a pas non plus joué, c'est trop. Des fois, dans ce genre de promo-là, on essaie de jouer sur le Why, Adam, Why. On n'a pas trop joué sur ça. Mais ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça efficace. Puis à la fin, on a comme teasé peut-être un rapprochement entre le Bullet Club puis The Acclaim. Ouais. Fait que, à voir, ça va se diriger vers quoi. Je t'arrête tout de suite, mon Maxime. C'est pas juste un rapprochement entre The Acclaim et le Bullet Club Gold. Non, c'est entre Austin Gunn et The Acclaim. Parce qu'à la fin, Jay White et le grand frère, que je me souviens jamais de son nom, Gunn, il était un peu moins d'accord à vouloir faire un genre de pacte entre l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, là, peu importe. Ouais. Mais Austin Gunn, le plus bright des deux frères Gunn, celui qui a le plus grand potentiel, celui qui va devenir champion du monde un jour. C'est celui qui va devenir le lutteur préféré de Pierre un jour aussi. Oui, sûrement. Il va être dans ma rotation un moment donné. Il va arriver là. Lui, à la fin de tout, quand les deux s'en vont et que René reste là pendant 3 secondes en faisant comme... Ah! Ben, il s'est rapproché du micro et il a fait comme... Hey, moi, je trouve que c'est pas fou comme idée. Fait qu'on peut-être tranquillement plante des petites graines pour une petite séparation du Bullet Club Gold.
À voir, à voir. À Mais, voir. en tout cas, j'ai hâte de voir ça va vers où, parce que si on fait un switch de Jay White, on dirait que je suis pas sûr. On dirait que je le préfère. En tout cas, je sais pas. Le voir face en ce moment, je suis pas sûr. Mais moi non plus, je suis pas certain, mais ou on va aller plus vers un tweener qui va se revirer contre The Acclaim le temps Ouais. d'un. Je pense qu'il est capable de le puller off. Sinon, moi, pour revenir un peu en arrière avec le look du Undisputed Kingdom, il n'y a pas grand chose. C'est très. Les gars sont habillés en noir, comme des ninjas. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est un beau clan. Ça look, les 4 messieurs en arrière, le Adam qui est assis en avant sur la chaise. On a déjà commencé à donner des petits jabs dans les côtes à Wardlow en faisant comme. Ben oui, il va me donner la ceinture. Il va la gagner puis il va me la donner. Puis Wardlow fait comme. Ah oui, on installe des choses. J'ai hâte de voir si on va peut-être. Ça va pas faire comme un peu MJF faisait à l'époque, là, une espèce de. Mais moi, je pense exactement ce qu'on veut faire, mais. Tu dois affronter tous mes minions avant de m'affronter. Ouais, mais de bien le faire. Parce qu'éventuellement, Adam reviendra. Ouais, exactement. Fait que non, j'aime beaucoup le look, j'aime la toune d'entrée, j'aime ce que Undisputed Kingdom va apporter. On a eu la discussion un peu plus tôt aujourd'hui, juste toi puis moi, là, en deux enregistrements. J'espère que c'est un peu le bouton reset que Tony Khan a pesé sur tout ce qui a été la dernière moitié de l'année 2023 pour All Elite, qui était un peu plus poète-poète, qui était un peu plus tough dans le booking. J'espère vraiment qu'il a pesé sur le bouton reset puis qu'on repart à neuf dans presque tout, puis qu'on travaille sur les points forts, mais aussi on travaille beaucoup sur les points faibles pour les améliorer. Fait que j'espère vraiment que c'est ça. Ouais, ben, moi aussi, parce que c'est vraiment, je trouve que ça manque un peu le booking en ce moment à l'All Elite. Cependant, les matchs sont encore très bons. Il y en a eu d'autres très bons. Orange Cassidy contre Dante Martin. Moi, je l'aime bien, hein, Dante. Toi c'est Austin, là, mais moi Dante Martin, c'est mon boy. C'est mon boy. J'y vois beaucoup de choses très belles et très bonnes avec lui. Je suis d'accord. Il est voué à un brillant avenir et son match contre Orange Cassidy. Ah, que c'était bon. Il y a du spring dans les jambes, ce monsieur-là. Ah oui. Allez regarder ça si vous aimez. Si vous l'avez jamais vu, là. Il commence à avoir un. J'espère qu'on va le pusher solo surtout parce que je pense qu'il est capable de voler de ses propres ailes. Il manquait un peu de oomph, il manquait de. Ouais, mais il est très jeune encore, il est très jeune. Il commence même juste à avoir un peu plus de masse musculaire aussi. Il commence à avoir quelque chose de le pousser. Sinon, il y a eu aussi le match de Takeshita contre Darby Allin. Si vous voulez voir Darby Allin se faire pitcher comme un sac à patates partout, là. Quel match! C'est un genre, c'est rare qu'il y a des squash à la All Elite. Mais c'est un squash qui a rehaussé All In, moi je trouve. Ah, ouais. C'est un squash que t'es comme. Il est bien bon, Darby Allin, même s'il se fait squash en ce moment contre Takeshita. Puis ça a montré un Takeshita. Moi, c'est son match préféré depuis celui qu'il avait fait avec Omega. Ouais. Lors de Wrestle Dream, je crois. Donc, un excellent match. Ça monte Takeshita super fort. Puis Darby, man, il bump comme. Ça n'a pas de sens. Il se fait pitcher sa rampe. Il se fait. C'est tellement dangereux. Je vous explique pas le bump parce que je veux vous inviter à aller voir le match. Mais il y a un genre de triade, de roulade qui se fait sur la rampe, qui se finit. Ça a l'air de faire mal. Allez voir ça. Je vous l'explique pas parce que ça vaut la peine d'aller juste le voir. Je vous invite à aller voir ça. Tellement bon, Darby Allin. Il est bon. Il est bon. Tu vois un Darby Allin, pis t'es comme. Il n'y a pas le choix d'un moment donné être champion parce qu'il work trop bien, puis il bombe trop, puis il est comme un peu la version de Sami Zayn, mais de la All Elite, là, de comme. T'as tellement. Ouais. T'es tellement attaché à lui. Tu veux qu'il gagne, là, puis il est bon pour sceller, fait que j'aime beaucoup. Tellement. Et en main event, on avait un autre très bon match, Swerve Strickland contre Daniel Garcia. Un bon match que quand même Garcia commence à, je trouve, à un mini momentum de son côté là, oui, au vraiment, cours des dernières semaines. Qui a à la fin du Collision, on va peut-être en parler vite fait, on va peut-être le souligner. Garcia qui est en train aussi de faire un genre de face turn un peu plus clair, je pense, même s'il y a encore sa danse qui est très heelish. Mais quoi que dans ce match-là, il y a eu un peu la compétition de danse entre lui et. Oui, ça là. Prince Nana puis. Et Prince Nana, donc ça c'était quand même un petit côté comédie drôle. C'est le genre de stupidité, le genre de niaiserie qui peut exister à l'intérieur d'un match super intense puis super bon techniquement. Fait que continuez à faire ce genre de spot-là, s'il vous plaît, les bookers. Ça fonctionne. Ça fonctionne.
Fait qu'un autre bon main event. Fait qu'un bon Dynamite, somme toute, qui a suivi le pay-per-view. Il y a certains matchs même que j'ai préférés à ce qui a été présenté durant le pay-per-view. Donc, les trois qu'on a parlé, je trouve qu'il y avait plus leur place que d'autres matchs qu'il y a eu sur la carte. Et ensuite, on enchaîne vers le SmackDown de cette semaine. Et il y a seulement, malheureusement, un match ou un segment que j'ai aimé. Et c'est Owens contre Pablo Escobar pour la finale, dans le fond, de qui allait affronter Logan Paul. Avec Logan Paul au commentateur, que je trouve qu'il a été quand même bon au commentateur pour être heel et pour être méchant et avoir du heat de la foule. Notamment en disant que Vancouver ne gagnera jamais de Coupe Stanley. Et là, t'as senti que ça a fait mal aux gens qui étaient présents dans la salle. Et tout de suite, un Owens qui ferme la gueule en lui donnant un coup à la fin du match. Un coup de plâtre. Je vais vraiment m'appeler ça. Un coup de plâtre. Un coup de plâtre. Moi, j'ai pas vu parce que je suis malade. J'ai pas écouté. C'est le seul. Il n'a pas manqué grand-chose, mais c'est le seul match qui avait un peu de potentiel, selon moi, durant le SmackDown. Donc, il n'est pas très long non plus le match, mais... J'irai l'écouter vite fait, là, entre deux matchs de Wrestle Kingdom cette semaine. Ouais. Mais des bons work Owens et Escobar, fait que bien été. Et finalement, on termine avec Collision de samedi, du 6 janvier. Et moi, seulement un match que j'ai apprécié moi, sur cette carte-là, c'est celui de FTR contre House of Black. Un bon 20 minutes et plus, là, je crois même. Oui, un bon, absolument. Ouais. Il y avait la famille, je crois que c'était de Cash. De Dax. De Dax, qui était ringside. Sa femme et sa fille. Donc, ça a comme fait un peu partie prenante du storytelling à l'intérieur de ce match-là. C'est ça, on était en Caroline du Nord, donc dans le Charlotte. Ouais, donc dans l'État. Les deux viennent pas de cette ville-là, mais ils viennent de l'État, donc c'est leur home turf. Ils viennent sont à maison, là. Exact. Puis un bon match, il s'est terminé par une victoire avec la prise... c'était pas le petit paquet, mais c'est un petit reverse rapide. Et par la suite, un beatdown de la part de House of Black, qui, même s'ils ont perdu, ils ne s'en laissent pas imposer. Et, je veux toujours souligner le travail de Buddy Matthews, que je trouve très bon. Toujours phénoménal, que je crois mérite d'être poussé en simple éventuellement. Je sais pas s'il a besoin... Je sais pas si c'est lui-même, peut-être qu'il se sent plus à l'aise dans des formules d'équipe, mais moi aussi, je le trouvais tellement bon lorsqu'il était à l'époque à 205. Oui. À la division. Il y a eu la belle, il était au. Il y a eu la belle, la division Cruiserweight était très bon en solo, mais pour vrai, il est légitime. Il travaille. Les gars aussi à la All Elite Wrestling sont un peu plus petits, fait il paraît vraiment immense, même s'il n'est pas si grand. Il a pris la masse quand même depuis qu'il est là, mais ça reste que. Il était déjà immense à 205, mais. Tu fais pas le comparer à des Reigns et des géants comme qu'ils ont à la WWE, mais. Mais pour vrai, ça marcherait à l'All Elite si on décidait de le pusher éventuellement dans un règne solo. Dans un work rate de lutte là, pour coup de genou pour coup de genou, puis je l'ai déjà dit ici, pour moi, il peut être comparé à un Kenny Omega dans certains aspects de la lutte, dans l'intensité qu'il va donner derrière les moves, peut-être pas du côté, peut-être pas la façon qu'il vend, puis la façon qu'il est capable de jouer entre guillemets la lutte, mais dans l'intensité qu'il donne derrière certaines moves qu'il va donner, je trouve qu'il est capable de l'accoter un Kenny Omega dans son work rate. À l'intérieur de la All Elite Wrestling, c'est peut-être pas le meilleur au micro, mais c'est un Claudio Castagnoli capable de se débrouiller. Oui. Il n'y a pas tant de micro là, qui se passe non plus à la All Elite Wrestling. Fait c'est le genre de lutteur qui pourrait être plus mis de l'avant. Peut-être un règne international ou continental à voir, mais c'est le genre de ceinture. C'est comme tu dis, des fois on sait pas ce que les gars veulent, puis ce qu'eux qui ont derrière la tête, des fois on en veut plus que eux le veulent. Mais là avec un Stokely Hathaway qui parle pour lui, ça pourrait fonctionner. On sait pas. Vraiment. Fait que vous, c'était notre tour de tous les matchs qu'il y a eu durant les fêtes. Vous, est-ce qu'on en a manqué? C'est quel votre préféré dans ceux qu'on a nommés? Répondez-nous en commentaire, likez s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et sinon, faut nous suivre où, Pierre? Vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Instagram, les sommeliers de la lutte. Suivez-nous sur YouTube si vous voulez nous voir vraiment. Je fais de la job de montage, je rajoute des photos, je rajoute du support visuel. Sur YouTube, ça vaut la peine si vous avez le temps de venir nous écouter. C'est sûr, si vous nous écoutez en char,
Je vous conseille à l'audio quand même. Ouais. Si vous écoutez sur YouTube dans votre char, c'est pas super prudent. Faites pas ça. Sinon, si jamais vous nous suivez sur nos plateformes, sur toutes les plateformes de balado-diffusion, et vous voulez discuter avec nous, venez sur Facebook nous rejoindre. Là-dessus, on va être capable de vous répondre beaucoup plus facilement parce qu'on est sur plein de plateformes, sur toutes les plateformes de balado disponibles. Donc, peut-être pas toutes, là, il y en a beaucoup, mais sur les principales. Donc, c'est sur Facebook que vous allez pouvoir tousser avec nous dans la joie et l'allégresse. Donc, rejoignez-nous là-dessus. Parlez-nous aussi sur Facebook, sur YouTube, ça je voulais dire. Commentez, likez, sharez. Plein d'autres verbes en « et » comme vous le préférez. Bravo pour la rime. Et on va commencer à mousser notre prochain questionnaire de prédiction avec le Royal Rumble qui s'en vient. Rumble. Donc, mettez ça à votre agenda. Là, l'habitude de WWE est meilleure pour planifier leur carte d'avance. On va peut-être pouvoir le sortir plus vite que 2-3 jours d'avance. Ouais. Donc, c'est prévu pour le 27 janvier, le Rumble. Donc, si tout va bien, évidemment, si tout va bien, on va être capable de le sortir probablement dès le lundi 22 janvier. Donc, si tout va bien, ça va être ça. Sinon, on sortira le 25 à notre épisode 2 jours avant, mais on espère que ce sera le 22 janvier. On va avoir assez de matchs. Avoir assez de matchs, c'est ça. Mais tu sais, si on sait pas les matchs, on pourra pas vous le dire, mais ça semble se diriger quand même vers la plupart des gars. On a déjà un Logan Paul contre Owens qui est booké. Ouais. Le match pour la ceinture de Roman Reigns va être un Fatal 4-Way. Fait que tu sais, on a déjà plus de matchs d'indiquer que la All Elite Wrestling et on est encore 2 semaines avant, 2 semaines et demie avant le pay-per-view. Donc, je pense qu'on va être capable de sortir un peu plus tôt cette fois-ci. Et c'est ça. Merci de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux. On reçoit également des messages de gens qui font « Hey, on vous découvre. Très cool. » Fait que c'est le fun de vous avoir parmi vous. Et on mettait ça à votre agenda, remplir le questionnaire de prédiction aux alentours du 22 janvier. Ça risque de sortir. Ciao tout le monde et bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine, lundi le 15. Et ça, le 15 janvier, lundi prochain. Ciao! Bye bye!